Hello à tous, chères auditrices et auditeurs, bienvenue sur l'émission 100% EDJ, votre rendez-vous étudiant du mercredi soir. Vous êtes sur Radio Côte-Varoise avec Vincent, on est là avec vous jusqu'à 20h. Salut Vincent, comment ça va aujourd'hui ? Bonsoir Yann, bonsoir à tous, ça va très bien. Alors, deuxième partie d'émission, c'est quoi le programme ? Comme d'habitude, un programme chargé, mais toujours avec plein de bonnes choses. On parlera musique avec Guillaume qui reviendra sur l'album qui fait grand bruit durant ce début d'année. Ophélie nous parlera de Babylone, Léa nous emmène en 1915 avec la capsule temporelle. Il y aura évidemment du sport avec un retour sur la victoire de l'équipe de France de rugby en Italie ce week-end. Et nous finirons comme d'habitude par le traditionnel quiz. Merci à tout à l'heure donc, et au programme de cette première partie d'émission, le droit à l'avortement inscrit dans la Constitution après un ultime vote du Sénat, une consécration qui permet de faire évoluer la loi Veil en faveur des femmes, puis direction les États-Unis avec l'affaire du ballon chinois et sa destruction par le Pentagone, un événement qui accroît les tensions entre les deux grandes puissances. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est un talk sport en première partie. En NBA, l'échange entre les Dallas Mavericks et les Brooklyn Nets lance les hostilités pour la trade deadline. Enfin, le papier carte blanche avec la situation GFCA, le club du foot corse, placé en liquidation judiciaire, attend le verdict du tribunal d'Ajaccio. Vous êtes prêts ? C'est parti. La semaine dernière, le Sénat a voté pour l'inscription dans la Constitution de la liberté de la femme de recourir à l'IVG, un vote qui divise Pierre-Louis. Effectivement Yann, le Sénat à majorité de droite s'est prononcé il y a une semaine sur ce sujet, 166 voix contre 152. Cette formulation abandonne la notion de droit défendue par la gauche. Le texte adopté vise à compléter l'article 34 de la Constitution avec cette formule, je cite, « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». La proposition de loi constitutionnelle portée par la chef de file de la France Insoumise Mathilde Panot avait été votée en première lecture fin novembre par l'Assemblée nationale avec le soutien de la majorité présidentielle. Cette proposition de loi tenait en une phrase « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse ». Il y a aussi une possibilité que la loi Veil puisse encore évoluer. Alors oui, selon le sénateur LR Philippe Basse, la rédaction formaliserait dans la loi fondamentale une liberté déjà reconnue par la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 qui lui a donné valeur constitutionnelle. L'amendement préserve la possibilité de faire évoluer la loi Veil comme cela avait déjà été fait par le passé. Ce texte a été mal rédigé pour Philippe Basse lors de son examen en commission, excluant totalement son adoption. Ce dernier, qui a été un proche collaborateur de Simone Veil, a proposé de compléter l'article 34 de la Constitution avec la formule finalement adoptée par les sénateurs. Des modifications ont par exemple permis d'allonger le délai de recours à l'avortement et d'organiser sa prise en charge par l'assurance maladie. C'était Pierre-Louis, merci beaucoup. Destination les États-Unis, avec la découverte d'un ballon chinois dans le ciel américain, une situation qui exacerbe les tensions entre Joe Biden et son homologue Xi Jinping. Théo. Et oui, jeudi dernier, le Pentagone annonce la découverte d'un ballon en provenance de Chine qui survolait l'état du Montana à environ 18 000 mètres d'altitude. Bien au-dessus du trafic aérien, puisque les vols commerciaux se maintiennent à environ 10 700 mètres d'altitude, donc aucun risque pour les avions de ce côté-là. Mais voilà, l'état du Montana abrite sur son sol des bases aériennes militaires et des silos de missiles nucléaires, des sortes de puits, dans lesquels sont logés les engins explosifs prêts à être lancés. Alors aussitôt, Pékin confirme, le ballon venait bien de Chine et regrette la violation involontaire, dit-elle, de l'espace aérien américain. Mais elle explique que son ballon n'est en réalité qu'un aéronef civil météorologique, une sonde utilisée pour la recherche météo. Pas de quoi convaincre les États-Unis. Selon le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, le ballon était présent sur le territoire américain depuis plusieurs jours et déjà surveillé par le renseignement. Le porte-parole ajoute d'ailleurs « Nous savons que c'est un ballon de surveillance ». De son côté, le président américain Joe Biden avait promis de s'en occuper, disait-il, mais l'ordre était donné de ne pas l'abattre immédiatement en raison des dégâts que les débris de l'engin pourraient causer au sol s'il était abattu. La Chine demande aux États-Unis de gérer calmement la situation, mais l'armée de l'air américaine finit par abattre le ballon samedi au-dessus de l'Atlantique. Alors la Chine s'est dite fort mécontente et a dit se réserver le droit de répliquer. Que signifie la découverte et la destruction de ce ballon, Théo ? Eh bien, ne comptez pas sur la signature d'un traité d'amitié entre les États-Unis et la Chine. À l'annonce de l'intrusion du ballon chinois dans l'espace aérien américain, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a reporté une visite qu'il avait prévue en Chine le week-end dernier. Dommage, cette visite était cruciale pour discuter de sujets de contentieux entre les deux pays et peut-être trouver des terrains d'entente et de coopération, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, cette intrusion n'apaise pas les tensions, d'autant qu'un nouveau ballon a été découvert vendredi dernier, cette fois en Amérique latine et encore chinois. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup Théo, et on se retrouve dans un instant.
Vous êtes sur Radio Côte-Varoise et vous écoutez 100% EDJ. Aujourd'hui, dans ce papier carte blanche, Alexandre nous parle de ce club de foot ajaxien qui risque de disparaître. Retour sur l'affaire. Il est loin le temps du Paris Saint-Germain au stade Ange Casanova. Aujourd'hui, ce sont les jeunes, le dernier espoir pour le Gazélec d'Ajaccio. Le club corse, actuellement en liquidation judiciaire, attend le verdict du tribunal pour son association chargée du secteur jeunesse. Il se prononcera le 14 février prochain et pour Stéphane Ness, avocat ajaxien mandaté pour le dossier, la décision permettrait la continuité de l'activité sportive des jeunes. De son côté, le GFCA subit une descente aux enfers dès 2019 avec sa rétrogradation en championnat national. Depuis la fin de l'année dernière, après une enquête de la JIRS, Justice interrégionale spécialisée de Marseille, le président Joan Carta est arrêté pour extorsion, escroquerie, blanchiment, bande organisée et association de malfaiteurs. Une situation ne faisant qu'empirer, d'autant plus avec la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio tombée lundi dernier, annonçant définitivement l'arrêt de l'équipe première et de la régionale 2, faisant donc des catégories jeunes les dernières entités représentant le gaz. Autre procès aussi, celui d'Olivier Minigogne, 14 ans à la direction, Christophe Ettori et Mathieu Messina, eux trois anciens présidents du club insulaire. Ils seront jugés ce mercredi et ce jeudi pour travail dissimulé et abus de biens sociaux. Et comme un symbole, la rubrique Campagours, dans le journal La Provence, a livré sa dernière page vendredi 3 février sur la situation critique des gaziers. Après 3 ans dans le quotidien, cette chronique hebdomadaire accordait un regard sur l'actualité politique, judiciaire, environnementale ou encore économique en Corse. Enfin, associations d'anciens et supporters organisent actuellement une récolte de fonds afin de sauver cette équipe demi-finaliste de Coupe de France en 2012 et pensionnaire de Ligue 1 en 2015. Merci Alexandre pour cet éclaircissement. Tout de suite, on écoute Humble de Kendrick Lamar. Vous êtes sur Radio Côte-Varoise et vous écoutez 100% EDJ, votre rendez-vous du mercredi soir. C'est l'heure du Talk Sport. Ce dimanche soir, une bombe a explosé sur la planète NBA. Kyrie Irving, le meneur des Brooklyn Nets, est échangé aux Dallas Mavericks. Markieff Morris accompagne le All-Star dans ses valises. De l'autre côté, c'est Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et le premier tour de draft de Dallas 2029 qui partent à Brooklyn. Pour en parler, j'accueille autour de la table Guillaume et Alex. Messieurs, comment ça va ? Ça va bien et toi Yann ? Ça va Yann, super. Alors, première question, que pensez-vous de ce trade ? Quelle équipe est la vraie gagnante ? Ouais, Guillaume. Alors moi je pense que c'est un bon trade Yann. Je pense que c'est un trade surtout qui arrange tout le monde. Si je devais choisir un des gagnants, c'est évidemment Dallas. Tu reçois comme Kyrie Irving qui est multiple All-Star, qui est All-Star titulaire à l'Est, du coup qui va être All-Star titulaire à l'Ouest vu son transfert. Et surtout au vu des déclarations, enfin de la déclaration de Kyrie Irving quelques jours plus tôt qui est sortie dans les médias, il disait qu'il voulait être transféré. Pour rappeler le contexte, il va être agent libre cet été. Du coup, les Nets, je pense que ça les arrange aussi de le transférer, car ils ne voulaient pas lui donner le contrat max à 200 millions que lui réclamait. Du coup, je pense que ça arrange à la fois les Nets et les Mavs. Et les Mavs, ils se retrouvent quand même avec un backcourt, donc meneur, arrière, Kyrie Irving, Luka Doncic. C'est peut-être les deux meilleurs joueurs de 1 contre 1 de la ligue. Donc je pense que c'est quand même un trade qui arrange tout le monde. Et Dallas, c'est peut-être le pari, le plus gros pari de l'histoire de la franchise. Mais c'est un pari qui se tente en tout cas. Oui, alors, juste pour revenir, Kyrie Irving a fait sa demande de trade 2 jours avant ce trade. Et donc voilà, c'est un joueur multiple All-Star qui est All-Star titulaire cette année. La franchise de Brooklyn prend seulement 48 heures pour le trade. C'est quelque chose d'inédit parce que Kyrie Irving est un joueur spécial et c'est aussi une personne qui a une mentalité à part. Plusieurs fois, il a été dans des histoires avec plusieurs problèmes. Il a été plusieurs fois dans des tumultes. Alex, est-ce que tu penses que ce joueur peut être intéressant pour Dallas ? En termes de niveau, c'est sûr qu'on savait qu'à côté de Luka Doncic, il y avait besoin d'un autre porteur de balle, une autre star, parce que là, ça fait des années qu'ils l'ont entouré avec, on va dire, des joueurs de devoir, mais pas des vrais talents comme il y a Kyrie Irving. De ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Après, de les faire cohabiter, c'est 2 très bons joueurs de 1 contre 1, sauf qu'il n'y a qu'un ballon. On a vu la photo de présentation du trade. Il y a les 2 joueurs, ils ont chacun un ballon dans la main. J'ai du mal à voir comment ça va marcher entre les deux. Si on peut parler du taux d'usage, donc c'est le nombre d'actions où le joueur finit avec le ballon, il marque un point, il fait une passe décisive ou il a une balle perdue. Doncic, il est à 37,6%, c'est des stats qui sont absolument énormes. Il a quasiment toujours le ballon. Kyrie Irving est à peu près à 29%, donc c'est beaucoup aussi. C'est-à-dire que les deux ballons sur 3 vont passer par eux. À voir comment ils vont essayer de jouer avec ça, mais j'ai quand même un peu du mal à voir l'avantage pour Dallas. Je pense qu'il y avait plutôt besoin d'un intérieur. Alors c'est pas fini, peut-être qu'il va y avoir d'autres moves. Même en défense, comment ils vont s'organiser. Doncic, c'est pas le meilleur défenseur, Kyrie Irving non plus. À l'intérieur, ils ont pas, on va dire, une encre comme on peut avoir Rudy Gobert ou des choses comme ça qui vont limiter un peu la casse. Donc de ce point de vue-là, j'ai un peu du mal avec ce trade. Je sais pas si c'était le meilleur choix à faire pour Dallas. En tout cas, Dallas voulait avoir une star autour de Luka Doncic depuis longtemps. C'est chose faite. Est-ce que tu penses, Guillaume, que ça peut aider Dallas, ce genre de choses ? Je pense que ça peut surtout aider Luka Doncic. Luka Doncic, comme l'a dit Alex, depuis qu'il est en NBA en 2018, il a eu Dirk Nowitzki en fin de carrière une saison, mais après il a eu, je sais pas vraiment qui est le meilleur joueur qui a joué à côté de lui. C'est peut-être même actuellement Christian Wood ou voire Kristaps Porzingis une saison et demie.
Là, avec Kyrie Irving, il a pour la première fois un All-Star à côté. C'est une très bonne chose. Et je pense qu'il y a un homme dont on parle pas beaucoup qui va avoir un gros rôle à jouer, c'est Jason Kidd, le coach de Dallas, qui est du coup un ancien meneur de jeu, plutôt passeur. Et je pense qu'il va devoir faire comprendre à la fois à Doncic et Kyrie Irving que la balle va devoir se partager, parce que Kyrie Irving jouait avant à Brooklyn avec Kevin Durant, une énorme star. La balle circulait pas beaucoup. Et j'ai peur qu'à Dallas, ça devienne un peu la même chose. Et peut-être un peu en moins bien, parce que Kevin Durant, je pense, peut plus se mettre en retrait qu'un Luka Doncic, qui même s'il fait 10 passes décisives de moyenne sur un match, c'est quand même quelqu'un, c'est à l'image de James Harden quand il était à Houston, c'est quelqu'un qui croque énormément, qui a tout le temps le ballon, comme le disait Alex. Donc c'est vrai que j'ai des petites réticences par rapport à ce trade. Oui, Alex. Et par rapport à ce trade, peut-être celui qu'on attend le plus, c'est pas Kyrie Irving, c'est forcément Luka Doncic. Voir comment il va s'adapter, est-ce qu'il va arriver à jouer avec un autre joueur aussi fort, à voir, comme tu disais aussi, les rotations, est-ce que Jason Kidd va les faire jouer en même temps, ou est-ce qu'il va profiter d'avoir deux superbes porteurs de balles pour les alterner un peu les minutes. Mais j'attends vraiment Luka Doncic qui prouve, voilà, on sait que c'est un des 5 meilleurs joueurs en NBA, et est-ce qu'il va faire évoluer son jeu pour beaucoup plus aider le collectif et intégrer un joueur comme Kyrie Irving. Donc à vous entendre, on peut se dire qu'il va y avoir beaucoup de difficultés à trouver un bon rythme entre Kyrie Irving et Luka Doncic. Est-ce que vous pensez quand même que Dallas aurait dû faire ce trade ? Moi, Guillaume. moi je pense que oui, même si c'est un pari. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Kyrie Irving va être agent libre, mais si dans l'hypothèse où ça se passe bien, je parle pas forcément de gagner un titre, ça va être compliqué, on sait que Dallas n'est pas un favori, mais si ça fait une demi-finale de conférence plutôt serrée, même voire encore une finale de conférence comme ils l'ont fait l'an dernier, je pense que Kyrie Irving va se dire, je peux peut-être mettre un peu mon ego de côté, ne pas prendre les 200 millions qui est le super contrat max, mais prendre un contrat à 160 millions, et dans ces cas-là, si Dallas peut lui offrir, on est quand même sur un joueur qui n'est pas très âgé, et à côté de Luka Doncic qui est encore jeune, je pense que Dallas peut s'ouvrir une fenêtre de 3-4 ans pour viser le titre. Après, comme le disait Alex tout à l'heure, je pense que Dallas ne va pas en rester là dans cette trade deadline. Je les vois bien aller chercher soit un poste 3 costaud, soit peut-être un intérieur meilleur que Christian Wood, qui est un très bon joueur au niveau statistique, mais qui n'est pas niveau All-Star et qui, à l'image de Irving ou Doncic, ne défend pas du tout. Alors c'est évidemment 200 millions sur 4 ans, hein, c'est pas sur une seule année. Du côté de Brooklyn, qu'est-ce que vous pensez de ce trade ? Oui, Alex. Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler au début, mais je pense que les véritables gagnants du trade, c'est Brooklyn. Parce que comme tu dis, la temporalité fait qu'ils devaient trader Irving. Et la contrepartie, pour moi, elle est très très bonne. T'as des tours de draft, t'as un meneur Dinwiddie qui revient à Brooklyn, là où il avait explosé. Même Finney Smith, c'est un joueur que toutes les équipes NBA veulent avoir. Et à côté de Kevin Durant, mettre tous ces soldats, si Durant reste, je pense que ça peut vraiment marcher, peut-être plus que ce qu'on avait avec Harden et Irving. Et ils étaient dans une situation, ils devaient le trade. Et ils l'ont pas fait à la dernière seconde, ils ont pris la dernière offre. On sait qu'il y a une offre des Lakers, ils ont préféré celle de Dallas, donc ils ont vraiment eu un choix, et c'est pour ça que je pense que Brooklyn a fait une bonne affaire. Oui, Guillaume. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont fait une bonne affaire dans ce qu'ils ont reçu Brooklyn. Par contre, je pense que Kevin Durant, le voir rester, ça me paraît compliqué. On sait qu'il était venu à Brooklyn en 2019 avec Kyrie Irving. L'année d'après, il a eu en plus James Harden avec lui, là il a Ben Simmons. Il se retrouve quand même dans un effectif où c'est vraiment lui seul la star, et je pense que dans sa tête, il sait très bien qu'il ne pourra pas aller battre sur une série Milwaukee, Philadelphie, ni Boston. Donc là, les Nets sont pour moi même plus top 3 favoris à l'Est. Ça me paraît compliqué que Kevin Durant reste, donc je le vois bien. Peut-être que d'ici même pas une semaine, il y a encore une bombe qui va arriver en NBA, et je le vois bien peut-être demander son trade, ou attendre cet été pour proposer un échange à Brooklyn. Donc pour toi, Guillaume, pas de Kevin Durant qui pourrait rester. Est-ce que pour toi, tu pourrais le voir, Alex ? C'est tellement un joueur instable, il a demandé son trade là au début de la saison. Il a quand même un honneur. Il a quand même un honneur. En 2016, il a rejoint les Warriors, mais justement, il faut qu'il prouve que c'est un des meilleurs joueurs de la planète et qu'il peut gagner sans trop d'aide. On sait que maintenant, en NBA, c'est compliqué si t'as pas deux voire trois très forts joueurs. Mais Kevin Durant, quand il est à son prime, il fait partie des 3 meilleurs joueurs de NBA. Donc, avec des soldats, si ça défend bien, c'est important. Pour gagner un titre, c'est la défense qui fait gagner. Donc je pense que s'il reste, j'espère qu'il va rester en tout cas. En tout cas, voir Kevin Durant gagner avec des soldats tout autour de lui, c'est un peu tout ce qu'on aimerait voir, et puis ça pourrait le consolider dans un top 15, pourquoi pas top 10 joueurs de l'histoire. Merci messieurs, c'était Guillaume et Alex. On se retrouve dans un instant après Nikes de Frank Ocean. Le retour de votre rendez-vous 100% EDJ, vous êtes sur Radio Côte-Varoise. Tout de suite, la deuxième partie d'émission présentée par Vincent Gallier. Vincent, l'antenne est à toi. Merci Yann, et pour commencer cette deuxième partie d'émission, on va parler musique. Le rappeur originaire d'Atlanta, Lil Yachty, a secoué le monde de la musique récemment avec son album Let's Start Here. Alors Guillaume, qu'en as-tu pensé ? Wow, quelle claque monumentale. Pour être honnête, je ne m'attendais à rien en écoutant l'album.
C'est en me baladant sur Twitter que j'ai vu les réactions que la sortie du projet suscitait, alors je me suis lancé dans l'écoute, et que dire, c'est fantastique. On est sur un vrai album qui s'écoute de A à Z, les transitions sont juste phénoménales, tout comme l'intro du projet qui vous met directement dans cette ambiance psychédélique, car oui, si vous vous attendez à écouter un album de rap, passez votre chemin. Cet album n'a rien à voir avec les précédents, si vous avez déjà écouté ces sons, vous allez être désarçonné. Ce projet marque un grand changement pour le jeune artiste de 25 ans qui se revendique à la fois du rap psychédélique et de la soul. Influence de Pink Floyd, The Weeknd ou encore Frank Ocean, mais on peut aussi retrouver du Tame Impala, Tyler the Creator et même Childish Gambino pour ton plus grand plaisir mon cher Vincent. Voilà, ça me fait plaisir pour le coup. Mais alors, pourquoi ce virage à 180 degrés ? À travers ce disque, il essaye de prouver au monde et à lui-même qu'il est plus qu'un simple rappeur. Je voulais vraiment être pris au sérieux en tant qu'artiste et pas seulement comme un rappeur de SoundCloud ou qui fait du mumble rap, comme il le confiait il y a quelques jours après la sortie du projet. Ce changement de cap était vraiment inattendu, mais l'expérimentation, elle, est 100% réussie. Une partie de moi est totalement subjuguée par le renouvellement artistique du rappeur, dans le bon sens du terme évidemment. Cette sortie a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions, majoritairement positives, et qui ont entraîné des discussions sur le talent artistique de Lil Yachty. Drake a qualifié l'album de masterpiece, un chef-d'œuvre dont on se souviendra longtemps, et qui permet à Lil Yachty de s'imposer comme un réel artiste outre-Atlantique à côté des plus grands. Alors si vous avez 57 minutes devant vous, branchez vos écouteurs et laissez-vous emporter par chaque seconde de ce magnifique album. Alors pour finir cette chronique, est-ce que tu peux nous faire un petit top 3 de l'album ? Alors en troisième position, j'ai choisi l'introduction, The Black Seminole, qui comme je l'ai dit, met directement dans l'ambiance de l'album, on se croit sur Dark Side of the Moon des Pink Floyd. En deuxième, j'ai mis Should I Be, le 12e son, Lil Yachty se prend pour The Weeknd et c'est clairement réussi. Et mon son préféré, c'est la 8e piste, Drive Me Crazy, en featuring avec la chanteuse américaine Diana Gordon. C'est ce qu'on appelle de la caviar musique, Vincent. Bah écoute, je trouve que t'as des très bons goûts, on va peut-être mettre ça en fin d'émission. Merci Guillaume, on passe maintenant au 7e art avec la capsule cinéma. C'est le film qui fait grand bruit aussi en ce début d'année, le nouveau film de Damien Chazelle, Babylone. Ophélie nous parle de la capitale du péché. Aujourd'hui, penchons-nous sur la dernière œuvre de Damien Chazelle, Babylone, sortie le 18 janvier dernier sur nos écrans. Ce film à l'histoire décalée est un succès car celui-ci récolte les bonnes critiques. Un pari réussi pour le réalisateur après La La Land, First Man et plein d'autres. Pour ce dernier opus, le réalisateur franco-américain embarque les spectateurs pour un voyage dans le temps vers une révolution du grand écran d'Hollywood, le passage du cinéma muet au parlant. Il retrace l'impact de cette nouveauté sur plusieurs personnages cultes comme Jack Conrad, interprété par Brad Pitt, immense star du cinéma muet qui assiste à la fin inéluctable de son règne. Babylone, déjà disponible aux États-Unis en VOD, les spectateurs américains peuvent aisément repérer les détails invisibles dans les salles obscures. C'est le cas d'un utilisateur de Twitter qui a remarqué un anachronisme lors de la dernière partie du film. En effet, lorsque Manny retourne dans les studios de cinéma de sa jeunesse en 1952, une affiche géante du film Jackass Forever, sorti en 2021, apparaît en arrière-plan. Bien que Damien Chazelle offre une dernière séquence mémorable sur les films qui ont marqué l'histoire du cinéma, il n'est pas certain que la référence à Jackass soit intentionnelle. Lors du tournage, elle est donc sans doute passée inaperçue. Hormis ce petit couac, je n'ai qu'un conseil pour vous, chers auditeurs, foncez au cinéma, installez-vous bien et laissez-vous porter par les années 20. Eh bien merci Ophélie, on se retrouve dans quelques minutes avec la capsule temporelle, le talk sport et le fameux quiz. Restez avec nous, à tout de suite. De retour, vous êtes sur Radio Côte-Varoise dans votre émission 100% EDJ. Nouvelle saison, nouveau concept, vous connaissez la chanson avec la capsule temporelle. Direction les profondeurs de l'histoire où savoir et anecdotes s'entremêlent. Vous allez voir qu'on ne sait pas tout et qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Aujourd'hui, c'est Léa qui nous fait voyager en 1915 avec un film un peu particulier. C'était il y a 108 ans, le 8 février 1915, alors que l'Europe est en plein dans la Première Guerre mondiale, les États-Unis, eux, découvrent le premier blockbuster américain sur grand écran, Naissance d'une nation. Produit et réalisé par David Ward Griffith, le film porte sur l'évolution des mœurs américaines pendant et après la guerre de sécession. Alors Léa, j'ai quand même une question, qu'est-ce qu'un blockbuster ? Alors un blockbuster, c'est un film qui demande un très gros investissement de production humain et financier, et ce film-là en est le parfait exemple. On est sur 3 heures de film muet, plus de 1500 plans distincts principalement en extérieur, des reconstitutions de batailles à grande échelle et des centaines de figurants en costume d'époque. On est vraiment sur un gros travail cinématographique. Et pour le coup, le long métrage connaît un succès fou dès sa sortie. Plus de 50 millions d'Américains vont voir le film, soit la moitié du pays. Il a engendré plus de 60 millions de recettes pour un coût initial de production estimé à $100 000
dollars seulement. C'est clairement le film le plus long, le plus rentable et le plus avancé artistiquement de son époque. Salué pour ses innovations techniques et dramatiques, c'est le premier film projeté à la Maison Blanche. À t'écouter, c'est le film parfait, mais pourquoi on n'en parle pas assez ? Le problème, c'est que c'est aussi l'un des films les plus racistes du cinéma américain. Sur un fond de nostalgie sudiste de l'esclavage, il glorifie la ségrégation et présente les Afro-Américains comme des sauvages. A contrario, il dépeint le Ku Klux Klan comme les sauveurs de l'Amérique et les présente comme de véritables héros. Le long-métrage a même dû être interdit dans plusieurs villes des États-Unis car sa popularité a provoqué la renaissance du clan. Il est devenu un véritable outil de propagande et de recrutement jusqu'en 1970. Évidemment, ça a fait polémique. De nombreuses émeutes et manifestations ont éclaté à la sortie du film. Des artistes vont alors se révolter pour faire bouger les choses et créer des fictions par et pour les Noirs. Et oui, c'est paradoxal, mais Naissance d'une nation est à l'origine de la naissance du cinéma noir indépendant. Aujourd'hui encore, des réalisateurs comme Spike Lee ou encore Nate Parker présentent le film comme l'une de leurs motivations à faire changer l'industrie du cinéma. Merci Léa pour ce petit moment d'histoire. On enchaîne tout de suite avec le sport. Toujours une belle équipe autour de la table. Pierre-Louis, Valentin et Tanguy, bonsoir messieurs. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Victoire 24-29 de l'équipe de France à Rome ce dimanche pour son entrée dans le tournoi des 6 nations, mais les Bleus ont été bousculés, ils ont eu du mal face aux Italiens. La tâche n'a pas été facile, tout de même la 14e victoire consécutive contre l'Italie. Est-ce que cette victoire qui a été un petit peu au forceps ne vous a pas inquiété pour la suite de la compétition, Valentin ? Inquiété, c'est encore difficile à dire, c'est que le premier match du tournoi, face à l'adversaire entre guillemets le plus faible. Maintenant, si on regarde sur la forme, oui, comme tu dis, 14e victoire consécutive. Maintenant, sur le fond, il y a eu des gros problèmes de discipline en défense. 18 fautes, surtout quand on a un entraîneur de la défense comme Sean Edwards. Et aussi Jérôme Garcès, ancien arbitre international, qui est responsable de la discipline. Donc il y a vraiment un souci à régler de ce côté-là. Mais bon, le prochain match, il va falloir quand même hausser le niveau. Quand tu le disais justement, je vais rebondir justement sur ça, Sean Edwards n'en revenait pas. C'est quand même la première fois sous l'ère Galtier qu'on dépasse quand même ce seuil de 18 fautes, ça n'est jamais arrivé. Il a même dit, je suis dans le métier depuis 20 ans et jamais une de mes équipes n'avait été pénalisée autant de fois. Donc ça, il a déclaré à la télé anglaise. Il va falloir explorer tout ça en détail avec les arbitres. Tanguy ? Surtout qu'avec le jeu italien, on savait pertinemment qu'ils allaient nous pousser à la faute. En termes de pénalité, ouais, c'est 9 à chaque mi-temps, si ma mémoire est bonne. Donc on aurait dû aller plus gratter les ballons, concrètement. Et on a gagné que 2 ballons importants à tout casser en fin de rencontre. Donc non, ça on peut pas. On doit améliorer ce point face à l'Irlande, clairement. On peut pas se le permettre. Tu le disais justement dans les rucks, c'est quand même plus de 10 fautes. Ça n'est jamais arrivé à cette équipe de France. C'est des fautes bêtes. C'est des fautes bêtes. Et puis cette équipe italienne nous a beaucoup embêtés. Alors on pourrait dire c'est que l'Italie, mais au final l'Italie depuis quelques mois, c'est quand même pas mal. Ça a battu l'Australie, ça a battu le Pays de Galles. Donc forcément c'est une équipe qui en plus nous embête beaucoup à Rome. C'est pas facile à chaque fois malheureusement. 18 fautes, 10 fautes dans les rucks, on peut pas se le permettre. Un joueur justement a été marqué un petit peu par ça, le retour de Charles Olivon. Bon, il a quand même fait de sacrées performances depuis qu'il est de retour. Là malheureusement c'est 4 fautes pour lui tout seul. Il a pris un carton jaune, il a eu un essai refusé. Ça fait un petit peu compliqué quand même pour lui. Pierre-Louis ? Un retour compliqué, oui, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il n'était pas dedans, mais en fait, il faut toujours avoir confiance. Là, c'était juste sur ce match-là. Voilà, donc maintenant, on connaît ses qualités. Pour moi, c'est juste une mauvaise phase. Et puis, il va très vite rebondir et retrouver vraiment le niveau qu'il a habituellement, parce qu'il n'est pas comme ça habituellement. De toute façon, le retour, on parlait aussi de Charles Olivon. Paul Villemc n'a pas non plus été très bon pour son retour, il n'est pas rejoué depuis mars 2022 avec l'équipe de France. Alors bon, on va arrêter de parler aussi du négatif, on va essayer de revenir sur du positif, parce qu'il y en a quand même. Est-ce que vous avez un joueur qui vous a plutôt marqué dans ce match face aux Italiens ? Pierre-Louis ? Écoute, je dirais quand même Grégory Aldrit. Voilà, donc là en fait il découvre, en tout cas il a vraiment montré aussi ses capacités, et puis il était vraiment présent dans ce match-là. Pour moi c'est l'un des tops que je mettrais dans ma liste, ouais. Enfin en tout cas dans la liste des tops. Tanguy, un top ? Je vais pas mettre un joueur en évidence, j'ai envie de dire le jeu au pied. J'ai adoré le jeu au pied français. Ah oui. Clairement. Qui a apporté 2 essais, très clairement. Ouais, clairement. Ce serait mon top pour moi. Vraiment, Ntamak l'essai complètement produit mortier pour son premier essai quand même en équipe de France. On pourrait rajouter dans les tops, même si c'est que son premier match. Ouais, il marque un essai, c'est une belle histoire. Après, on verra sur la continuité, parce que pour pallier à l'incapacité malheureusement pour Gabin Villière d'être dans ce tournoi,
Il faut remplir quand même ce rôle. L'essai aussi de Thomas Ramos, ça vient quand même Oui. aussi sur un jeu au pied. Moi j'ai envie quand même de mettre Anthony Gelon. C'est quand même 20 plaquages réussis, meilleur défenseur clairement de la rencontre. Anthony Gelon a été très bon. Thibaut Flamand aussi. Très bon match, on va dire aussi des joueurs toulousains. On va pas être chauvin non plus. Antoine Dupont. Antoine Dupont. Sûr. Et on va aussi parler de cette touche qui a été complètement chahutée. Les Italiens nous ont beaucoup embêtés. 7 ballons récupérés par Federico Ruzza. C'est un secteur qui va aussi falloir travailler. On parlait des rucks, la touche. Ça va être compliqué, surtout face à une équipe d'Irlande qui est quasiment intouchable et qui a énormément embêté les Gallois justement sur cette défense. On reviendra. Pour vous, ce match face à l'Irlande, est-ce qu'il est à craindre quand on voit l'indiscipline française sur cette rencontre? Valentin. Quand on regarde ce qu'a fait la France face à l'Italie et ce qu'a fait l'Irlande face au Pays de Galles en termes de discipline, oui, il y a de quoi craindre. Maintenant, on est le 15 de France, il y a un statut à défendre, on parle quand même ce sera le sommet du rugby mondial, le numéro 1 contre le numéro 2. Donc, faut pas non plus être pessimiste, mais c'est sûr qu'il y a du boulot, mais il y a quand même une base de travail. Ouais, il y a une base de travail et comme l'avait dit Galtier, je pense qu'il va travailler sur ce critère, ce jeu face à l'arbitrage. Ils vont bien travailler là-dessus, je pense, les Bleus. Donc, j'ai pas envie de me faire de soucis, malgré la grande performance irlandaise ce week-end face au Pays de Galles. Mais non, je reste optimiste pour nous. On va parler de cette victoire quand même bonifiée, 34-10 au Millennium. Les Irlandais ont complètement explosé, j'ai envie de dire, le Pays de Galles à la maison. Le 15 du trèfle a récité son rugby. On a un Jonathan Sexton en grande forme, même si il ne pourrait peut-être pas être là, en tout cas samedi. C'est ce qui est laissé entendre pour l'instant. On aura des réponses dans la semaine. Mais voilà, ils ont causé beaucoup de problèmes aux Gallois. On parlait justement qui ont été trop indisciplinés. Face à ce match, vraiment, on en a 18 fautes. Ça peut être compliqué juste derrière. Mais voilà, comme tu disais, cette équipe d'Irlande, c'est la numéro 1, numéro 2. Ils sont sur 7 victoires consécutives, pas contre n'importe qui, la Nouvelle-Zélande. On a quand même des armes. Et puis, il y aura potentiellement des absents. Clairement, face à l'Irlande, on ne peut pas se permettre de réaliser 18 fautes. Là, on gagne ce match contre l'Italie, mais contre l'Irlande, on le perd 1000 fois, j'ai envie de dire. Il faut oublier que 18 fautes, ça représente quand même potentiellement 54 points de l'essai adversaire. Contre l'Irlande, ça passera pas du tout. Je suis complètement d'accord, Pierre-Louis. Ouais, j'ai quand même rajouté aussi un truc sur l'Irlande, c'est qu'en fait la recette irlandaise, elle est connue, reconnue, et puis elle a quand même une efficacité quand même diabolique. C'est en fait des avants qui sont quand même très dominateurs dans les chocs. Alors on parlait évidemment de Sexton, hein, donc si vous êtes d'accord avec moi ou pas, qui est le patron en fait un peu de cette charnière irlandaise. Le 15 du trèfle est quand même d'une redoutable efficacité dans les 22 mètres adverses. Donc donc il sera quand même aussi en fait ils savent faire aussi quand même le dos rond en fait quand même dans la difficulté. Enfin, l'équipe de France peut y arriver à condition évidemment de ne pas reproduire les mêmes erreurs que face à l'Italie. Voilà, retravailler cette défense. Alors ces Irlandais, on parlait de cette charnière qui semble quasiment intouchable mais qui pourrait être potentiellement absent. Donc Jonathan Sexton, c'est pas sûr. Gibson Park, c'est presque sûr. On a même le pilier gauche Illy et le pilier droit Furlong qui sont incertains. Donc de Noben pour l'équipe de France, même si on a quand même pas mal de blessés de notre côté aussi. Mais on va essayer quand même de revoir cette indiscipline, ça reste quand même très important. Je vais quand même terminer sur une dernière question, messieurs. Est-ce que vous aurez un petit pronostic pour ce match de samedi? Pierre-Louis. Allez, 24-19 pour la France. 24-19 pour la France, Tanguy? Moi, je vais partir sur un 26-23. 26-23, match très serré. On parle de jouer à Dublin, à la Viva Stadium. Ouais. 23-22 pour les Bleus. 23-22, donc je rappelle que la France avait gagné 15-13, c'était déjà il y a 2 ans. Valentin, tu veux rajouter quelque chose? Je voudrais juste dire une dernière chose. Vas-y. Je crois que pour la première fois, on n'a jamais eu un tournoi de 6 nations aussi homogène. C'est-à-dire que chaque équipe a un coup à jouer. On peut avoir des surprises. On a vu l'Écosse qui a justement fait le dos rond contre l'Angleterre. On a vu l'Italie qui nous a poussé dans nos retranchements. Quand on voit le jeu du Pays de Galles et de l'Angleterre, il peut se passer des choses dans ce tournoi. Voilà, on n'est plus sur des victoires faciles qu'on pourrait se dire chaque année on va gagner contre l'Écosse, contre l'Italie. Effectivement, avec la victoire de l'Écosse en Angleterre, ça peut relever un petit peu le niveau. Donc on pouvait parler d'une finale avant l'heure. On verra bien samedi. Voilà, le résultat à 15h15 sur France 2. Le match est à suivre. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, nous on se retrouve dans quelques instants pour le quiz. À tout de suite. De retour sur 100% EDJ, vous êtes sur Radio Côte Varoise, vous l'attendez tous, nous aussi, la partie préférée de l'émission, le fameux et traditionnel quiz autour de la table, toujours du beau monde. Pierre Luhénier, Valentin Hervé, Guillaume Desventes, Alex Gontier, bonsoir messieurs. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Bon, vous connaissez le principe, il y a quand même des habitués autour de la table, 2 champions, Guillaume Desventes et Valentin Hervé.
Alors en 2023, attention, Guillaume Desventes a un titre, il va Exactement. falloir le défendre. On va commencer par Pierre-Louis. Quel peintre a réalisé le tableau nommé Guernica, Pablo Picasso, Rembrandt, Salvador Dali ou Pierre Soulages? Pablo Picasso. C'est une bonne réponse et Pierre-Louis qui commence sur les chapeaux de roue. Valentin, laquelle de ces villes italiennes est située la plus au nord? Florence, Naples, Rome ou Milan? Milan. C'est une bonne réponse, ça part très très bien. Alors Guillaume, il va falloir vite réagir. Dans quel film sorti en 1973 Louis de Funès incarne-t-il Victor Pivert, le gendarme de Saint-Tropez, Soupe aux choux, les aventures de Rabbi Jacob ou le Cornio? C'est les aventures de Rabbi Jacob. Ah bah, pour l'instant, vous êtes plutôt en forme ce soir. Alex, il va falloir aussi donner une bonne réponse. D'un point de vue botanique, lequel de ces aliments est considéré comme un fruit? L'épinard, la carotte, la courgette ou l'artichaut? L'épinard. C'est une mauvaise réponse. Est-ce que Guillaume, je te vois faire un signe? Peut-être que tu as la bonne réponse. Tu n'auras pas de point. J'aurais dit la carotte. Ah bah non, c'était pas non plus la carotte. courgette, J'aurais rien dit. C'était la courgette parce qu'il y a la fleur de courgette. C'est pour ça que d'un point de vue botanique, tout le monde un point, sauf Alex, malheureusement. Ouais, t'aurais pas dû dire que tu T'es étais sûr champion. que t'as gagné un quiz, Ouais, Alex? voilà. C'est mal parti. Quelle est la couleur principale du drapeau traditionnel des anarchistes, mon cher Pierre-Louis? Rouge, blanc, vert ou noir? Blanc. Et malheureusement non. Est-ce que Guillaume, parce que t'as fait un signe, je veux voir quand même une réponse peut-être. Alex? C'est noir, non? C'est noir. C'était la bonne réponse. Pas de point pour toi, malheureusement, Alex. Toujours un point pour Pierre-Louis. Valentin, quel est le nom de la rue traversée par les Beatles pour la photo de la pochette d'un album enregistré en 1969? Abbey Road, Baker Street, Carnaby Street ou Piccadilly Circus? Abbey Road. Bonne réponse. 2 points pour Valentin. Ouais. Attention, on le voit ce regard, c'est un regard de vainqueur. Guillaume, de quel pays l'île de Sumatra fait-elle partie? La Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam ou le Sri Lanka? L'Indonésie. C'est une bonne réponse. Il talonne Valentin, Guillaume est bien parti. Alex, il va falloir vite se reprendre. Quels sont les 2 cours d'eau qui se rejoignent au confluent de Lyon? Le Rhône et la Saône, le Rhône et la Loire, le Rhône et le Rhin, le Rhône et la Meuse? Le Rhône et la Saône. C'est une bonne réponse. Alors attention, pas de coalition à ma droite, attention. Aucune tricherie ici. Ouais, attention. Ouais, les auditeurs ne le voient pas, mais moi je vois. J'ai des yeux. Donc Alex qui enregistre ses premiers points. Bonne nouvelle. Pierre-Louis. Oui. Au cours de quel siècle Louis XIV est-il devenu roi de France? Le 15e, le 16e, le 17e ou le 18e siècle? Le 17e siècle? Non. C'est une bonne réponse. 1643, 17e siècle. Pierre-Louis, 2 points. Valentin, peut-être un 3 sur 3. Quel célèbre journal Jean Jaurès a-t-il créé? Le Monde, le Figaro, Libération ou l'Humanité? L'Humanité. Eh oui, l'Humanité en 1904, 3 sur 3. Il est d'ailleurs de champion, Valentin. Guillaume, quel est le nom de la maladie qui entraîne un battement de cœur trop rapide? L'infarctus myocarde, l'hypertension artérielle, la tachycardie autant pour moi, et l'endocarite. J'aurais dit la tachycardie, vraiment. Ah, c'est une bonne réponse. 3 sur 3 pour mon Guillaume. Bah oui. Bien, et attention, Valentin et Guillaume, ça se jouera sur la dernière question. Je peux monter. Attention, Alex. C'est vrai qu'il est à 2. Non, t'es à 1 point. Mais bientôt 2. Bientôt 2. C'est ce qu'on va voir. Quelle est la particularité des chats avec un pelage à 3 couleurs? Ils ont généralement des problèmes de croissance. Il s'agit pratiquement que des femelles. Ils sont majoritairement stériles ou alors ils sont daltoniens. Je dirais que des femelles. Eh ben écoute, c'est 2 points. 2 points pour Alex, il a parlé finalement, mais il a réussi. Pierre-Louis pour ce dernier tour. Qui a écrit les paroles de la chanson de Johnny Hallyday, Allumer le feu? Jean-Jacques Goldman, Zazie, Sylvie Vartan ou Mathieu Chédid? Écoute, j'ai envie de dire Jean-Jacques Goldman. Eh bien non, la bonne réponse était Zazie, il l'avait à ma droite. Est-ce que tu aurais un autre auteur de l'album de Johnny Hallyday? Alors, comme ça me revient, je suis un grand fan de Johnny Hallyday, je dirais Pascal Obispo. Ah oui, mais c'est dommage, ça rapporte pas de points, mais pour la culture, c'est bien de le savoir. C'est tout pour la culture ici. Valentin, peut-être pour un 4 sur 4, à quel département français correspond le numéro 35? Le Finistère, l'Hérault, l'Isère ou l'Île et Vilaine? L'Île et Vilaine. Ah, le 4 sur 4. Guillaume, je crois en toi, Guillaume. Quel acteur a incarné le super-héros Marvel Ghost Rider au cinéma en 2007 et 2011? Mark Ruffalo, Paul Rudd, Nicolas Cage ou Chris Pratt? Nicolas Cage. Très bonne réponse, le 4 sur 4. Attention, ça va jouer au finish. Bon, Alex, peut-être pour le podium. Complétez cette phrase d'une chanson de Barbara. Ma plus belle histoire d'amour, c'est toi, c'est la France, c'est vous ou c'est du passé? C'est toi. Et non, c'est vous. Mauvaise réponse, Alex. Malheureusement, ça va jouer au finish, c'est maintenant. Valentin, première question. Quel terme informatique désigne le fait d'enregistrer des documents en ligne sur un espace de stockage sécurisé? Le web, le cloud, le WAP ou la crypto? Le cloud. Bonne réponse. Guillaume, du répondant.
Au poker, comment appelle-t-on la réunion des 3 cartes de même valeur? Brelan, quinte flush, le full ou la quinte? Le brelan. Bonne réponse ou alors attention. Attention messieurs, ça va jouer à la première personne qui donne la bonne réponse. Attention. Bonne chance, Valentin. Bonne chance, Guillaume. Lequel de ces départements n'est pas situé dans l'ancienne région de Bourgogne? La Nièvre, l'Yonne, la Saône-et-Loire ou la Mayenne? La Mayenne. Ouh là 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 là. Moi j'aurais dit Guillaume, j'aurais dit Je Guillaume. pense honnêtement que c'est une égalité. Ouais, je pense que Ouais. c'est une égalité. On, Bah, on l'égalité. devrait appeler la VAR quand même pour vérifier. Je regarde la régie. Oh, c'est égalité. Ah, c'est une égalité. Et ben maintenant, je vais essayer de me creuser la tête. Ça va être une question géographie, messieurs, pour vous départager. Quel département a le numéro 30? Le Gard. Gironde. C'est la bonne réponse pour Guillaume, qui malheureusement détrône Valentin. C'est parce qu'il a quand même 3 étoiles de l'année dernière. Guillaume, tu signes ta 3e étoile et ta 2e en 2023. Je tiens à le dire. C'est exactement ça, Vincent. Exactement, vous êtes à 3-3 pour Respect. cette année de 100% EDJ. En tout cas, voilà, un grand merci à vous, messieurs, et à nos invités pour cette émission. Voilà, mais surtout à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec Drive Me Crazy de Lil Yachty. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même radio, pour votre émission 100% EDJ. En vous souhaitant à tous une bonne soirée et à la semaine prochaine.